Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Thé dans le match. Comme chaque lundi, une demi-heure pour débattre ensemble de l'actualité du Stade Brestois 29 avec en plateau journalistes et abonnés au Télégramme avec cette semaine notre journaliste de la rédaction des sports, Thierry Dillasser. Salut Thierry. Salut Ludo, bonjour à tous. Est également présent Arnaud Morvan, chef de la rédaction du Télégramme à Brest. Salut Arnaud. Salut Ludo. Et puis à tes côtés, Arnaud, on retrouve notre abonné, Johan Lescop, deuxième participation. Salut Jo. Tout à fait, salut à tous. Pleine forme? Très bien, tout va bien, Bon, parfait. Super, tout le monde a le sourire, c'est parfait. On peut tout de suite commencer avec notre premier débat du jour pour revenir sur la rencontre d'hier face à Montpellier, qui a donc permis au Stade Brestois de renouer avec la victoire, oui. Après 3 matchs sans succès, les Brestois qui ont globalement fait preuve d'une belle maîtrise tout en donnant parfois le sentiment de jouer un rythme de sénateur, d'où le thème de notre premier débat. Les joueurs brestois seraient-ils déjà un peu en vacances? Quel est votre sentiment à tous les trois? Thierry, tiens, il faut commencer. Écoute, sinon on se fie aux déclarations du directeur sportif du club dans la semaine. Certains le sont, en tout cas, ou le seraient. Ou l'été. Voilà. Je pense que collectivement, il y a un coup de mou. Ils accusent le coup là depuis plusieurs matchs. Enfin, il y a la victoire hier, mais c'est vrai qu'il est resté sur trois résultats qui étaient un peu négatifs. Il y a le fait de s'être retrouvé définitivement éliminé de la course à l'Europe, qui a forcément dû leur mettre un petit coup derrière la tête. C'est peut-être plus difficile de se motiver. Et puis après ça, entre les joueurs prêtés, les joueurs en fin de contrat, ceux qui bénéficient d'un bon de sortie, et puis on parle d'une équipe qui jouait dimanche son 46e match de la saison, donc il y a forcément un phénomène d'usure. Ça commence à peser aussi. Jo, ton analyse Non, je rejoins Thierry, on voit qu'on n'est pas en roue libre, mais que les matchs sont un peu moins de saveur forcément, parce qu'il n'y a pas l'enjeu. Maintenant, je retiens quand même, je pense qu'il y a quand même eu de l'envie. Moi, sur le début de match, j'ai retrouvé quand même des joueurs concernés, je dirais. C'était plutôt le côté brouillon qui je trouve un peu gênant en fait. C'est vrai qu'on est resté sur notre fin avec pas mal d'erreurs techniques, des occasions qu'on aurait pu voir aller au bout hier. Oui, beaucoup de pertes de balles. L'image de Ajorc devant, j'ai trouvé qu'il a perdu beaucoup de ballons. C'est des matchs qu'on doit gagner normalement plus facilement avec plus de maîtrise. Voilà. Ajorc qui fait pourtant partie de ces joueurs-là qui sont absolument irréprochables. Hein. Ouais. Je pense qu'il y en a d'autres. Les Magnetti, les Camara, ils sont nombreux. Hein. Je pense que c'est pas particulièrement ceux-là qui étaient visés par Lorenzi dans la semaine. Je crois que c'est un débat qui irrite un peu Arnaud. Je ne sais pas si ça m'irrite, mais je trouve assez surprenant de se poser la question de savoir si des joueurs professionnels sont en vacances alors que la saison n'est pas terminée. J'ai presque envie de dire que si on transposait, est-ce qu'un tourneur fraiseur, à 2 ou 3 jours de ses vacances d'été, se sentirait légitime à ne plus tourner ni fraiser? Un cuistot à ne plus faire de sauce parce que, tu comprends, dans 2 jours, j'arrête. Quand on voit l'économie que ça draine, le foot, et puis quand on voit le respect qu'on doit aussi peut-être à toutes celles et tous ceux qui, des fois, n'ont pas beaucoup d'argent, mais viennent acheter leur billet pour assister à 90 minutes de plaisir, moi, ça m'embête qu'on pose la question. Alors, c'est pas la première fois qu'on la pose, mais je l'aime pas. Voilà. Alors, l'appel à la remobilisation lancé par Greg Lorenzi dont tu parlais, est-ce qu'il a porté ses fruits? Est-ce que vous avez malgré tout entrevu un petit peu de mieux sur ce match? Alors, moi, j'ai pas vu des joueurs qui avaient lâché le championnat du tout. Après, c'est un tout, c'est un contexte. Je crois que c'est Antoine ce matin qui mettait dans son papier qu'il était temps que cette saison se termine. Et il y a peut-être un peu de ça, mais peut-être. Alors bon, il y a hier, c'est vrai que la fermeture de la route de Quimper, ça joue forcément sur l'ambiance, mais on sent que oui, les héros sont fatigués, le public aussi, quoi. Alors cette question a également été posée à Eric Roy après la rencontre. On l'écoute. De mon banc, j'ai pas senti que l'équipe est démotivée ou quelque part traînait un peu les pieds. Non, j'ai senti qu'il y avait l'état d'esprit. Après, on n'a pas tout réussi. Et comme je l'ai dit déjà, on aurait pu et dû faire mieux peut-être. Mais globalement, j'ai trouvé que l'état d'esprit était bon. Après, j'ai jamais mis en doute son état d'esprit mon équipe et je pense que ça a souvent été notre force. La force collective que cette équipe pouvait dégager. Donc ça, il faut pas qu'on le perde. Après, il est évident que tu peux pas avoir la même motivation, ça c'est humain quoi. Quand tu vas jouer contre le PSV Eindhoven ou quand tu vas jouer contre Montpellier dans les 3 derniers matchs de la saison où toi t'as plus grand chose à jouer et eux ils sont déjà condamnés, donc la nature humaine est ainsi faite, mais globalement je trouve que les garçons ils ont encore répondu présent. La nature humaine est ainsi faite, Arnaud.
Pour rebondir sur ce que tu disais, finalement, on est tous un peu pareils, qu'on soit étudiant, que l'on travaille à l'approche des vacances, et les dernières semaines sont parfois un peu compliquées. Il y a une forme de décompression. Non, c'est vrai, mais bon, je force volontiers le trait. Bien mais, sûr. Bon, il n'en reste pas moins que quand on joue à ce niveau-là, bon, on doit conserver un esprit de compétiteur. Il y a aussi que tous les joueurs là ne sont pas soit à la toute fin de leur carrière, ils ont peut-être aussi la possibilité de négocier la suite. Donc sûr. de se dire qu'on va rendre les armes mollement, ça peut questionner. Tiens, en tant qu'ancien joueur, Johan, peu importe le niveau, cette forme de décompression, tu la comprends? Oui, non, moi je pense qu'effectivement, comme il l'a dit, c'est humain. À un moment donné, l'enjeu n'est pas là. Quand on fait des matchs à 200%, comme on a fait à Eindhoven ou les matchs de Coupe d'Europe, là, si on est à 100, c'est déjà très bien. Mais voilà, on ne peut pas leur reprocher ça. Je pense que le côté humain, effectivement, il joue quand il n'y a pas d'enjeu. Donc on le voit de toute façon. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, sur les 2 derniers matchs, et notamment samedi, le dernier à domicile, ils vont nous montrer de belles choses. Et puis il faut souligner aussi qu'on parle d'une équipe qui, au final, a remporté le match. Ouais. Il n'y a pas de catastrophe, je veux dire, ils le gagnent, ils le prennent. Avec ce but, Et puis il faut souligner que ce but vient de Pereira Lage et de Camara, qui sont parmi les 2 joueurs les plus exemplaires de l'effectif. Ouais, c'est vrai. Brest qui excelle aussi cette saison sur les coups de pied arrêtés, c'était le 21e but marqué sur coup de pied arrêté en Ligue 1. On va regarder le classement après cette 32e journée pour s'apercevoir que Brest est désormais assuré de terminer dans le top 10 après cette victoire. Brest qui compte désormais 9 points d'avance sur Rennes, 11e. Pour la première moitié du classement, c'est quasiment fait là aussi. 6 points d'avance sur Auxerre à 2 journées de la fin. Avec plus 6 de différence de but, ouais. Et pour le reste, la bataille continue aussi pour la qualif à la place de la Ligue des Champions, à seulement 2 points entre l'OM 2e et Strasbourg 6e. Et puis en bas de classement, la lutte fait rage également pour la place de barragiste entre Reims, Angers, Nantes et Le Havre, Saint-Étienne 17e à un pied en Ligue 2, alors que Montpellier est depuis longtemps condamné à la relégation. Prochaine rencontre, tu en parlais, ça sera, Johan, ça sera samedi soir avec le multiplex de Ligue 1, des moments qu'on apprécie. 9 rencontres au programme, dont Brest qui recevra Lille. Doit-on s'attendre à un autre niveau d'engagement sur ce match face au LOSC? C'est typiquement le genre de rencontre, c'est ce que j'en reviens encore à l'interview de Laurenti l'autre jour. Il n'y a pas besoin normalement d'aller chercher la motivation chez les joueurs. Tu joues Lille, tu joues Nice, deux équipes qui sont de belles équipes du championnat qui sont concernées encore par une qualif directe en Ligue des Champions. C'est pas des matchs que tu prends à la légère. Match alléchant, Jo? Oui, tant mieux qu'on ait ce genre d'adversaire-là pour le dernier à domicile, parce que ça va sûrement être plus plaisant et plus d'engagement que face à Montpellier. Donc c'est bien qu'il y ait cette affiche, et je pense qu'ils vont tout donner pour amener la victoire, une dernière cette année à Francis Leblay. La dernière à domicile, la dernière peut-être également pour plusieurs joueurs, même Eric Roy, voilà qui nous amène tout droit vers notre deuxième débat du jour. Après avoir évoqué le cas des joueurs prêtés la semaine dernière, on va cette fois s'intéresser aux joueurs en fin de contrat avec cette question. Qui garder, qui laisser partir? Ils sont 4 dans ce cas de figure avec les 2 latérales gauche, Massadio Aïdara et Jordan Amavi, ainsi que les milieux de terrain Jonas Martin et Mathias Pereira Lage. On commence avec Jordan Amavi et Massadio Aïdara. Alors, contrat ou pas contrat? Jo, vas-y. Alors ce poste de latéral gauche, c'est vrai qu'il y a une malédiction cette année entre Bradley Loco, et ils se sont tous blessés à tour de rôle, donc ce qui a été permis d'aller chercher aussi le petit Bourgo à Concarneau. Moi j'ai envie de croire aussi en retour de Loco en fait en titulaire l'année prochaine, donc pour moi c'est pas impératif. J'ai envie de dire à ma vie pour moi c'est la fin, et Aïdara c'est une porte de sortie. Pour moi c'est pas un problème non plus. Ouais, a priori, Bourgo Loco, ils ont leur paire de latéral gauche. Ouais. Leurs 2 latérales gauche pour la saison prochaine. Plus difficile peut-être le cas de Jonas Martin. Alors, souvent blessé, rarement titulaire, 35 ans. Faut-il lui faire une proposition ou non? Alors, c'est votre avis, c'est pas forcément celui du club d'ailleurs. Non, c'est ça. Martin, il sort d'une saison pas blanche, mais pas loin. Je veux dire, il a eu 2 grosses blessures, on l'a quasiment pas vu. Voilà, c'est compliqué. Il commence à faire son âge aussi. C'est un joueur qui peut être précieux, qui a montré de quoi il était capable. Maintenant, je pense que vu de ce qu'il a montré cette année, ça risque d'être un peu juste pour qu'on lui propose un nouveau contrat. Ouais.
Et est-ce que lui a envie de rester aussi, sachant qu'il joue pas beaucoup, et j'ai un peu de doute aussi que si on lui laissait le choix, est-ce qu'il n'a pas envie de finir différemment avec plus de temps de jeu, peut-être sur un club un peu moins huppé que Brest. Je crois que la question ne va pas se poser. Il n'y aura pas de proposition de contrat de la part du club. Enfin, Voilà. sauf erreur de ma part. Le cas le plus difficile, c'est peut-être celui de Mathias Pereira-Lage, franco-portugais, et le seul à disposer, a priori, d'une offre de prolongation, Thierry. D'après nos informations, ouais. Alors moi, je sais que Pereira Lage, c'est chouchou. Moi, c'est vraiment un joueur que j'adore. Je trouve qu'il est impeccable dans l'état d'esprit. C'est vraiment un... Il est constant, il est pas parfait, hein, sinon il serait peut-être pas, il serait peut-être pas joueur que du Stade Brestois. Voilà, je crois que le concernant, toutes les options sont sur la table. Il a une proposition qui lui a été faite. Maintenant, s'il a une meilleure proposition, s'il a envie de lui prendre d'aller ailleurs, je crois que le club serait content de le laisser partir parce que c'est quand même quelqu'un qui a rendu de fiers services. Enfin, et encore une fois, qui a toujours été irréprochable. C'est vrai que malgré la volonté du club de le conserver, le joueur, il peut aussi, il a le libre choix d'aller tenter une expérience ailleurs. Pour moi, c'est peut-être la meilleure progression. Enfin, en tout cas, sur la deuxième partie de saison, j'avais un petit peu de mal avec le joueur. Je trouvais que techniquement, ça n'avait pas forcément le niveau face à des gros adversaires, mais il a montré par l'envie, la vitesse en fait, qui peut nous apporter. C'est plus forcément un joueur de rotation. Aujourd'hui, c'est devenu un titulaire. Belle surprise, pour moi. Et puis après, oui, plutôt bonhomme dans le vestiaire. Donc, je pense que ça sera intéressant de le garder. 6 joueurs prêtés, 4 joueurs en fin de contrat. Ça sent un peu la fin de cycle quand même au Stade Brestois. Comme tous les ans au Stade Brestois. Ouais, l'été va être... voilà, il va y avoir un petit paquet d'arrivées, un petit paquet de départs, comme à peu près tous les ans. Est-ce que c'est le lot de ce genre de club, hein. C'est une source d'inquiétude pour toi, Joanne ? Oui, parce que moi, je pense à Camara ou des joueurs qui ont un calibre aujourd'hui. Si on perd ces joueurs-là, ça me fait un petit peu peur. Là, on parle des joueurs qui pourraient avoir des bons de sortie. Ouais. Camara en fait partie, clairement. Camara en fait partie. Voilà. Pareil, sur le gardien, c'est des sujets qu'on peut avoir aussi, des inquiétudes. Voilà, on va perdre des valeurs sûres. Il va falloir retrouver derrière des gars qui sont capables de combler. Oui, un peu d'inquiétude, mais on peut faire confiance au staff. Ils nous ont montré, et à Greg Lorenzi, qu'ils avaient toujours fait des bons coups. Donc on y croit encore. Et au rayon bon de départ aussi, il y en a d'autres que tu as cités la semaine dernière. Je crois que toutes les options sont sur la table. Selon, je veux dire, il y a Hugo Magnetti. Ouais, c'est ça. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ont rendu de grands services à ce club. Et selon les propositions qui arrivent, si tout le monde s'entend, voilà. Et encore une fois, tu louais les capacités de recrutement de Lorenzi. Il a prouvé ses qualités sur ce dossier. Voilà, j'imagine comme d'habitude, il ne laissera pas grand chose au hasard, quoi. Ça nous promet un été animé à nouveau donc. En attendant, l'heure est déjà au premier bilan en cette fin de saison. On en parle dans notre dernier débat du jour. Le Stade Brestois a-t-il changé de dimension avec la Ligue des Champions ? Question que l'on peut envisager sous plusieurs angles, d'un point de vue sportif, structurel, économique et en termes d'image. Peut-être commencer par ce point d'ailleurs, et on va faire rentrer en jeu Arnaud Morvan. Un joueur frais. Un joueur frais. Est-ce qu'il est possible de mesurer l'impact qu'a eu ce parcours en termes d'image pour le club et la ville ? Alors je ne sais pas s'il existe des instruments très pointus là-dessus, mais nous, ce qu'on a pu observer, c'est que Brest a changé de dimension. En tout cas, Brest s'est offert une campagne de pub XXL pendant plusieurs mois, pendant même une année. Tant et si bien qu'au-delà de la presse régionale que nous incarnons, la presse nationale... On parle d'un rayonnement national et international aussi, parce qu'on a vu des papiers dans The Guardian, qui est un des quotidiens de référence anglais, on en a vu dans El País, on en a vu en Italie, enfin bref, Brest, pour ceux qui ne savaient pas trop où le placer sur une carte, je pense que c'est à peu près réglé à l'heure qu'il est, et c'est pas rien, parce que la péninsule bretonne n'est pas forcément celle qui est la plus identifiée sur le terrain du foot de haut niveau, et finalement, au-delà même d'un club, c'est toute une région qui a profité d'un éclairage extrêmement porteur. Je ne sais pas s'il y a des instruments pour mesurer, mais je sais qu'il y a d'autres instruments pour mesurer combien ça coûterait de s'offrir des campagnes de pub. Voilà, que ce soit à la télé ou dans les médias, ça peut coûter très très cher, et là pour le coup, ils ont été très largement servis. Thierry, tu veux rebondir là-dessus ? Alors, je rebondis sur ce qu'il dit Arnaud. Alors, non seulement ils ont fait parler d'eux, mais ils ont fait parler d'eux en bien, quoi. Ah oui. Et l'histoire qui a été racontée, et qui est l'histoire qui devait être racontée, c'est l'histoire du petit, voilà, qui avec ses moyens, en faisant les choses bien,
a réussi à faire de bien jolies choses. Enfin, je veux dire, non seulement ils ont fait parler d'eux, mais en très bon terme. Et toi qui suis l'équipe dans ces déplacements d'ailleurs, est-ce que l'image de le Stade Brestois est-il davantage considéré, je veux dire, notamment sur le plan national, on va dire, quand tu te déplaces chez des grosses écuries de ils ont Ligue 1. clairement ils inspirent clairement de la sympathie, quoi. C'est vrai, c'est clairement oui, l'image envoyée est celle d'un club sympa, quoi. Ça fait un petit peu image d'Astérix aussi, en quelque sorte. Hein, et puis c'est le petit mais costaud. Et finalement, dans un environnement hyper mondialisé, où on parle beaucoup, certes sport, mais énormément pognon aussi, finalement, le côté brestois, ce petit club avec des ambitions avérées mais mesurées, avec un budget mesuré, 50 millions, on a vu ce club-là affronter des méga structures, des géants du foot qui pèsent quasi 1 milliard de budget annuel. Et à côté de ça, ils n'ont pas été totalement ridicules, loin s'en faut. Ouais. Et ça, ce côté petit face aux gros, aux très gros, aux géants, quelque part, je crois qu'on aime tous un peu ça. Ouais, et c'est quand on avait fait un sujet avant le déplacement à Barcelone sur justement la Brestmania. On avait fait intervenir pas mal de gens des médias. Il y avait notamment Lionel Longoumo qui à l'époque était le rédacteur en chef de l'équipe, et je crois que c'est lui qui disait que en fait, à travers le parcours de Brest, ça prouvait à tous les autres, à tous les supporters de petits clubs, de Sochaux, de Nancy, de ce que vous voulez, que c'était possible en fait. Et du coup, ça, quelque part, le parcours brestois a redonné foi à n'importe quel supporter de foot de France. Et c'est pas inintéressant, ça. Avec aussi un sentiment, je me tourne vers Johan, peut-être d'identité, de fierté brestoise qui a encore été renforcée au travers de... Ce que j'allais dire, c'est qu'on a gardé nos valeurs. En fait, on est arrivé en Ligue des Champions, mais l'effectif, il n'a pas énormément changé. On est dirigé par des partenaires locaux. En fait, on a gardé ces valeurs de petits, de combativité, de collectif. Et voilà. Donc ça, c'est important. On est resté le Stade brestois et puis on s'est défendu avec nos valeurs. Et les gens apprécient ça, en fait. Puis quelque part, c'est un peu un retour de hype. Je me souviens quand j'étais tout gamin, les années 80, Brest, ça pesait, ça comptait, et même au plan national. On se souvient des années Yvinec, et quelque part, depuis ces temps jadis, ces temps glorieux, là, on vivait avec une espèce de parfum de nostalgie. Et régulièrement, on réveillait des vieux souvenirs, des vieux combats, et quelque part, là, cet épisode, cette aventure européenne, fait que le club est en train d'écrire une partition, une nouvelle histoire, mais au présent. Et je pense que ça change beaucoup de choses en termes de fierté. Et puis quelque part, ça montre que tout ne s'est pas éteint finalement avec le fracas du Brest Armorique il y a 40 ans. Et sous quels autres aspects le club aurait quand même aussi également, à part l'image, aurait changé en termes de dimension, son aura, au-delà de ça? Il y a quoi au-delà de ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te faire une non-réponse, mais ce club-là, il aura beau changer, il restera toujours le même, comme dirait l'autre. Donc, je ne sais pas si vous partagez cette idée-là. Alors, fidèle à ses valeurs, je crois que c'est la formule que tu utilisais à l'instant, je crois que ce qui fait son intérêt et son charme, c'est qu'il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Il a les crocs, même quand on est capable en début d'échange de se dire qu'en fin de saison c'est peut-être un peu plus délicat. Pour autant, le Stade brestois là n'est pas en train de dire que c'est le nouveau PSG. Voilà. Sur le plan sportif, ça peut changer quoi en termes d'image et d'attractivité? Clairement, il y a un capital confiance là et puis une expérience qui a été acquise qui est vraiment pas, c'est vraiment pas anecdotique. Maintenant, ça ne les garantit absolument rien. Pour le reste, je dirais... les compteurs à zéro au mois d'août et on repart à zéro. Mais je pense qu'on a quand même monté un cran dans l'échelon au niveau national. Il y a le top 6-7 aujourd'hui devant nous, effectivement, qui est vraiment des clubs d'un autre niveau. Par contre, nous, on se situe, je pense, juste derrière aujourd'hui par rapport à des Angers. On a peut-être une longueur d'avance aujourd'hui en termes d'effectifs, en termes de... Je pense que les gros viennent à Brest, c'est plus forcément les Monaco, les Lyon, c'est pas une victoire assurée, loin de là aujourd'hui. On fait plus peur certainement, et puis on se situe plus une équipe de milieu de tableau, j'espère qu'on va la rester. Ouais, mais ce que tu as vécu sur les 2 dernières saisons, ça te garantit de rien sur les saisons à venir. Non, ça peut être fragile encore, clairement. Et en termes d'attractivité pour les joueurs, même si l'on sait que l'aspect financier, c'est ce qui compte avant tout quand un joueur en général s'engage dans un club. Géographique, ça reste un vrai frein visiblement. Et ça reste un frein aujourd'hui d'être à la pointe bretonne. Ouais, c'est loin, quoi. C'est loin. Il pleut. Peut-être que d'ici un peu plus de 2 ans, le
le nouveau stade pourra quelque part être un nouvel argument aussi pour le stade brestois. Bon, on peut peut-être en profiter pour se redire que tout ce qui s'est passé là cette saison, ça s'est notamment joué tout le temps à l'extérieur. Voilà, c'était pas à Brest que se jouaient les matchs. Donc il y a une part de la folie là, qui s'est jouée ailleurs, pour le plus grand bonheur des Guingampais. Et si ça peut retisser des liens, tant mieux. Pour autant, la question de quel avenir pour le blé et puis c'est quoi la suite, c'est devenu plus qu'un sujet criant. C'est essentiel. Et je crois que la présidence du Stade brestois ne manquera pas l'occasion de rappeler que ce sera sans eux si jamais ça ne va pas jusqu'au bout. Mais ce nouveau stade-là, ça montre bien que si on veut revivre des campagnes européennes, ça ne passera que par un écrin digne de ce nom. Pour autant, l'âme du Stade brestois, c'est aussi son stade Francis Leblay, son stade du cœur de ville, sa tribune RDK, sa vue mer, je sais pas. Ouais. Et ça le rend singulier. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre ça avec ce futur stade ? Bien sûr que si. Je pense que tout le monde préférerait voir le Stade brestois quand il joue à Leblay. Sauf que c'est un dossier qui... Sauf que c'est aujourd'hui, la municipalité estime que ce n'est pas pas c'est ça, Arnaud. En tout cas, c'est techniquement faisable. Techniquement faisable, mais après, ça ne permettra plus à condition d'empiéter sur Charles de Foucault, quand même, qui est une cité scolaire. Politiquement, je ne suis pas sûr que ce soit très défendable. Ça. On est bien d'accord, mais de toute façon, ce qui pourrait être fait, ce ne serait pas un stade qui sera digne d'une prochaine campagne européenne. Voilà. Et a priori, jusqu'à plus ample informé, le Stade brestois n'a pas vocation à avoir été cette année là au sommet de ce qu'il a envie de prouver. Ils ont envie de revivre ça. C'est quand même un regret, parce que depuis, ça fait 20 ans qu'il est quand même question d'un nouveau stade, que le Stade brestois joue avec des dérogations. Si ça avait été fait avant, tu dis que tu aurais pu vivre cette campagne-là à Brest. Alors c'était très sympa à Guingamp, mais quand même, ça aurait été quand même beaucoup plus sympa à la maison, quoi. Ah bah oui, mais c'est totalement singulier ce qui s'est passé. Ce sera certainement une larme et on laissera beaucoup de souvenirs de boire un verre au penalty au match et tous ces souvenirs-là. C'est sûr que ça va certainement nous manquer aussi. Et voilà, maintenant, ça va qu'il faut avancer. Et puis si on veut voir les choses dans plusieurs décennies, il faut que le club évolue. Mais on aura plein de souvenirs et plein de beaux moments qu'on laissera après nous, c'est sûr. Cette campagne en Ligue des Champions, pour ce stade, est-ce que ça peut être un accélérateur ou finalement les contraintes, elles ne sont pas du tout à ce niveau-là. Les contraintes, elles sont administratives et... Je pense que ça a mis un petit coup de pression parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est un petit peu politique. La question du financement s'est invitée en séance de conseil de métropole. Il est évident que ceux qui étaient les moins convaincus ont sans doute été un peu plus attentifs à l'itinéraire sportif. Et puis la direction du club avait beau jeu de montrer, voyez ce qu'on est capable de faire, mais voyez ce qui nous en coûte. Voilà, on a une super équipe, on a une super ambiance, et puis total, on est obligé d'aller chez le voisin guingampais pour en profiter, avec énormément de déceptions, parce que tout le monde n'a pas eu de billets, de place pour. Tu parles de nouvelle dimension, ça veut dire que le Stade brestois va s'inviter aussi au cœur de la campagne municipale. Disons que si on considère que la campagne est déjà lancée, oui, c'est un petit peu déjà un bruit de fond, on va dire. Voilà, on sait que le porte-parole écologiste sur Brest, Glenn Dissot, ne voit pas le projet de nouveau stade d'un très bon œil. Il ne manque pas une occasion de le faire savoir. Ça se traduit par des joutes en séance de conseil de métropole. Il est possible ou probable qu'il y en ait encore dans les semaines et mois à venir, même si aujourd'hui, la perspective de faire ce stade semble assez largement acquise. Et là, très rapidement, pour conclure, Arnaud, on en est au stade de l'enquête publique, c'est ça? C'est bien. C'est prolongé. C'est bien ça, jusqu'à la fin du mois. La fin du mois Allez. Messieurs, un grand merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui. Prochaine rencontre du Stade brestois. On le rappelle, ce sera samedi soir avec la réception de Lille. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveauté dans le match. D'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. Salut.